Alors le premier axe, c'est le développement économique intérieur. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, plus que jamais, la Chine cherche à désenclaver ces provinces de l'ouest et du centre du pays qui restent comparativement moins développées que les provinces de la côte sud-est. Donc aujourd'hui, c'est un désenclavement par le développement des infrastructures, notamment les infrastructures de transport, vers l'Asie centrale, mais aussi et surtout à terme vers les marchés européens. Donc c'est construire des voies d'acheminement alternatives pour l'exportation des produits chinois vers des marchés clés, alternatives bien sûr aux voies maritimes. Donc une dimension économique très forte dans la politique étrangère de la Chine au niveau de la région aujourd'hui, un renforcement de la diplomatie économique chinoise qui est certaine. Après bien sûr la politique de la Chine dans la région est également motivée par des considérations énergétiques alors que la Chine reste toujours à la recherche d'une diversification de ses sources d'approvisionnement en énergie. Donc elle investit par exemple en Asie centrale, au Kazakhstan, d'autres pays de la région pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Et puis il y a aussi une dimension sécuritaire de sa politique régionale, notamment suite au retrait des troupes de l'OTAN en Afghanistan. La question qui se pose, c'est la sécurité dans la région. La Chine est préoccupée par la sécurité régionale, mais aussi sa sécurité intérieure, puisqu'il y a toujours des vives tensions ethniques au sein du Xinjiang, et puis des aussi risques en termes d'attaques terroristes qui se multiplient dans la province, mais aussi le risque est réel sur l'ensemble du territoire chinois, puisque certaines attaques ont eu lieu jusque dans la province du Yunnan, province méridionale, qui jusque-là avait été épargnée. Alors tout d'abord, la Chine est encore relativement isolée dans la région. Elle a peu de partenaires sur lesquels elle peut compter. Là, je parle par exemple des partenaires de sécurité, elle n'en a quasiment aucun. Elle a de nombreux partenaires économiques, mais elle ne peut compter sur son allié nord-coréen en cas de crise dans la région, ni réellement compter sur son ami pakistanais en cas de crise sévère. Donc aujourd'hui, les limites de la Chine, c'est à la fois son isolement et aussi la multiplicité des crises auxquelles elle doit faire face. Parce que finalement, la Chine, l'environnement proche de la Chine concentre une somme importante de points de tension. Alors il y a bien sûr la péninsule coréenne, avec le cas de la Corée du Nord qui préoccupe toujours aussi fortement le voisin chinois, mais pas uniquement. Il y a des différends territoriaux avec le Japon autour de ce qu'on appelle les îles Diaoyu Senkaku. Les tensions se sont légèrement calmées entre les deux pays ces dernières semaines suite au sommet de la PEC, mais elles restent toujours vives quand même et elles peuvent revenir sur le devant de la scène à court terme, tant que le Premier ministre Abe restera au pouvoir, puisque les tensions entre le Premier ministre Abe et le président Xi Jinping directement, personnellement, sont très vives. Ensuite, il y a le problème des différents territoriaux en mer de Chine méridionale, complexe, sur lequel, par rapport auquel la Chine, les dernières avancées de la Chine dans la région, notamment la mise en place d'une plateforme pétrolière au large des eaux contestées, notamment par le Vietnam, avait été perçue par les voisins comme des provocations. Donc il y a des tensions dans cette zone, tensions toujours de long terme. Et ensuite, il y a aussi d'autres tensions qui sont à la frontière des tensions intérieures et des tensions régionales. Premier point de tension là, qui est plutôt intérieur, c'est le point hongkongais, la crise hongkongaise, qui est à mon avis une crise de long terme. On a suivi avec attention les manifestations, les mouvements étudiants ces derniers mois, à raison, mais la crise n'est pas réglée et d'autres manifestations risquent d'être observées au cours des prochains mois et années. Et il y a aussi la question de Taïwan,
avec des élections locales qui viennent de s'achever, qui donnent des indications sur l'issue des élections présidentielles à venir dans quelques mois, avec un probable retour du parti indépendantiste au pouvoir. Donc ce sera intéressant de suivre l'évolution des relations entre les deux rives, comme on les appelle, et l'impact sur la stabilité régionale, et sur aussi les rapports de force Chine et États-Unis dans la région. Parce que la toile de fond aujourd'hui du contexte régional, de la stabilité dans la région, est à comprendre dans le contexte d'une rivalité renforcée Chine-États-Unis depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012. Alors, la présence chinoise en Afrique n'est pas nouvelle, hein. Des investissements massifs dans le secteur de la construction, mais aussi de l'énergie ont été réalisés. Aujourd'hui, la Chine semble diversifier les secteurs d'investissement en Afrique, par exemple le secteur des télécommunications, mais il y a également une diversification des acteurs présents en Afrique, pas uniquement les grandes entreprises d'État, mais également des petites et moyennes entreprises présentes dans une diversité de pays africains. Aujourd'hui, la question qui se pose pour la Chine, c'est la gestion des critiques émergentes de sa présence en Chine en provenance des acteurs locaux. Alors il y a d'une part certains gouvernements qui sont plus critiques sur la présence chinoise, par exemple sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises chinoises en Afrique, comment gérer les conséquences sur l'environnement de production de certains, dans certaines industries, etc. Et ensuite il y a la question de l'emploi local. Parfois, une partie de la population regrette que une partie de la main-d'œuvre ne soit pas davantage locale, et donc il y a toujours ce débat qui peut générer des tensions entre les acteurs économiques chinois et une partie de la population dans certains pays africains. Mais globalement, cette gestion, en tout cas ces points de tension sont pris en compte aujourd'hui par le gouvernement chinois, qui essaye d'ajuster sa communication vers les pays africains et qui aussi essaye de mettre en place certaines règles, un certain nombre de règles de bonne conduite pour les acteurs économiques chinois présents sur le continent africain. Mais c'est pas évident, parce que peut-être qu'elle a de l'influence, les autorités chinoises ont de l'influence sur les grands acteurs économiques, les entreprises d'État, mais beaucoup moins sur les entreprises de plus petite taille, comme dont on parlait tout à l'heure, qui elles-mêmes ont moins d'expérience à l'étranger et ont peut-être moins d'expérience dans l'adaptation à un contexte international, régional, culturel différent.